premier ravi d'accueillir Kate McAllister. C'est difficile à dire hein, pour un Français, mais je lui ai demandé comment il fallait prononcer, donc j'espère que j'ai pas fait trop de... Ça me paraît correct. Ça vous paraît correct. Voilà, qui va nous parler de son livre que moi je vais découvrir, hein, je ne connaissais pas. Donc ravi d'accueillir aussi quelques invités, quelques membres de l'Alliance, des personnalités. Et donc je n'ai pas l'intention de vous parler longtemps, seulement le plaisir de vous accueillir. Et pour parler du projet de Kate, eh ben, je pense que mon ami Jacques saura faire ça beaucoup mieux que moi. Et donc je lui laisse la parole. Kate McAllister est notre... D'ailleurs, authentiquement notre deuxième invité en tant que grande dédicace. Parce que nous avons eu à Zouzbegag avant. Entre-temps, nous avons eu 2 conférences assurées par la Maison de la Francophonie. Donc, j'ai pensé à Kate parce que d'abord, c'est une date anniversaire. Il y a juste 10 ans, je prenais la présidence de l'Union des écrivains. Et parmi les valeurs sûres que j'avais à mes côtés, elle était déjà là. Malgré son jeune âge, elle était déjà là, toute gamine, mais c'est voilà. Et donc, elle était l'auteur par référence de l'Heroic Fantasy, sous le nom, je peux le dire ou pas? Oui. De Valérie Simon. Parce que vous allez voir qu'il y a un piège. Elle s'appelait Valérie Simon, elle était l'auteur de livres d'Heroic Fantasy qui se vendaient très très bien. C'était dans les auteurs vraiment confirmés de l'Union des écrivains. Elle fait partie de ces auteurs qui sont fidèles, parce qu'à l'Union des écrivains, nous avons quelquefois des météores, des gens qui viennent, à partir du moment où ils sont à peu près connus ou reconnus, je parle devant ma présidente déléguée, ils nous quittent en nous disant « mais non, mais l'Union des écrivains, c'est pas pour moi, c'est pour les amateurs, c'est pas pour les professionnels ». Donc j'apprécie toujours ce genre de choses. Je n'avais pas du tout besoin, moi, de prendre la présidence, je l'ai prise quand même, et je pense que les membres qui sont présents ce soir n'en sont pas trop mécontents. Voilà, il a fallu une pour souffler. Bon, voilà. Merci d'être venu. Merci aux membres de l'Alliance française. Merci à Michel Godet qui nous suit. Il y a un jeune auteur qui s'appelle Guillaume, je ne sais plus le nom, mais voilà, qui nous rejoindra. Vous voyez, comme quoi on s'enrichit de nouveaux auteurs. Et puis voilà, moi je voulais savoir ce piège. Le piège, c'est d'écrire sous le nom de Valérie Simon. Puis un jour, on a une idée comme ça, farfelue, de s'appeler Kate McAllister. Et de se faire prendre à son propre piège, parce que c'est l'auteur maintenant de best-sellers carrément, de l'auteur qui vend. J'ai eu d'ailleurs beaucoup de mal, et je remercie Dominique Braga qui s'en est chargé d'ailleurs auprès de Culture Adjiva, pour avoir des livres ce soir, parce que c'est « Ah mais non, Kate McAllister, j'ai tout vendu, ah mais non, mais j'en ai plus, ah mais non, mais ça part comme du petit pain, etc. » Donc, nous sommes arrivés à en avoir pour ce soir, pour ceux qui vous en voudront. Quelle idée est passé par la tête de Valérie Simon pour devenir Kate McAllister? C'est la première chose que je voudrais savoir. Bon, en fait, c'est vraiment du hasard. Je commençais un petit peu à me lasser de l'Heroic Fantasy parce que ça se vend, mais en même temps, c'est une aventure qui est laborieuse. C'est un lectorat de niche qui est toujours le même, qui s'ouvre pas tellement et qui reste très catégorisé en fonction de ce qu'on écrit. Donc, lorsqu'on est étiqueté Heroic Fantasy, on a du mal à aller vers la science-fiction ou vers d'autres littératures de genre. Et moi, j'aime découvrir, j'aime visiter plein d'univers, etc. Et donc, je me sentais un peu étriquée. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que ça fait longtemps que j'avais en tête quelque chose sur l'Asie. Parce que moi, mes grands-parents ont vécu dans les années 20 et 30 en Asie, donc à l'époque c'était la Cochinchine, il y avait la Chine, j'ai une tante qui est née en Chine, et donc j'ai grandi avec leurs souvenirs, leurs bibelots, leurs photos d'époque, et moi ça me faisait rêver depuis toute petite, et j'avais quelque chose qui mûrissait en moi et qui avait besoin de sortir, et c'était pas possible de le mélanger avec de l'Heroic Fantasy. Donc j'ai un éditeur qui est en or, et à qui j'ai parlé de ce projet, et il m'a dit oui, alors c'est super, ça m'intéresse énormément. Par contre, ce serait bien qu'il y ait aussi une rupture en termes de nom d'auteur, parce que c'est pas du tout le même lectorat, c'est vraiment très différent, et donc ceux qui cherchent de l'Heroic Fantasy vont pas s'y retrouver, et vice versa. Et donc moi j'ai dit l'idée me plaît bien, parce que j'ai pas encore eu de deuxième nom, et puis je trouvais que ça faisait agent secret, puis je trouvais que c'était chouette, et puis voilà, on est parti comme ça. Et est-ce qu'on n'est pas prisonnier ensuite, avec l'envie de dire tout le temps à tout le monde, les gens qu'on rencontre, mais Kate McAllister, c'est moi, Valérie Simon? Alors au début c'était un jeu qui était très fun, parce qu'en fait on ne savait pas si on devait rester sur cette notion d'auteur inconnu, étranger,
qui fonctionne relativement bien dans ce genre de littérature. Mais en même temps, ça privait de dédicaces, ça privait de rencontres. Et puis, moi, j'aime bien faire ça. Mon éditeur aime bien aussi que j'en fasse. Donc, finalement, on a eu 2-3 années un peu de battement où c'était assez étrange, où j'étais, on va dire, inconnue, mais pas vraiment. Mais bon, voilà, il n'y avait pas de photos qui circulaient, etc. Donc, c'était assez drôle. Et puis, bon, c'était amusant aussi comme technique. Mais finalement, on est quand même parti vers les rencontres et pouvoir discuter avec les lecteurs. C'était quand même... Voilà. Donc, du coup, je me retrouve avec 2 noms et je suis un peu schizophrène. Alors, la première saga, La vallée du lotus bleu, La cité du lotus bleu, Rose. Le rose, pardon, pourquoi Oui, je dis vous le bleu? je sais pas. C'est parce que le livre Daltonien. la vallée du lotus rose, La cité du lotus rose, dans le lotus bleu c'est dans Tintin. Et l'héritière du lotus rose. Voilà. Voilà. Alors, moi j'ai quand même une énigme parce que je crois connaître un petit peu l'écriture, je crois que c'est savoir ce que c'est qu'à peu près qu'écrire un livre, mais 850 pages, ça ne s'écrit pas en un jour. Non, je confirme. Il faut une documentation d'en faire. Oui. Est-ce que peux-tu nous donner quelques ficelles et nous dire comment tu travailles? Les autres sont toutes oui, comme ça il y aura plein de Kate McAllister ensuite. Alors, grosso modo, j'écris un livre, enfin, je ne sais pas grosso modo, j'écris un livre par an, donc qu'il fasse 800 pages ou 600 pages, en fait, ça ne change rien, il faut un an. Je commence à faire la rédaction de mon roman à proprement parler de septembre à mai, donc je mets à peu près 8 à 9 mois, et le reste de la période, en fait, donc en amont, je travaille sur un synopsis, donc je me crée mon histoire de manière résumée, en sachant déjà ce que j'ai envie de mettre dedans, l'époque, les personnages. Je fais des fiches personnages qui sont très poussées avec des caractéristiques physiques, des caractères aussi. Et à partir de là, je me passe, on va dire quasiment tout l'été, 2 à 3 mois, pour faire des recherches historiques, des recherches de culture sur l'Inde, tout ce que je vais pouvoir utiliser pour vraiment faire la rédaction de mon récit, de manière à ce que quand j'arrive en septembre pour écrire, je suis au taquet. En fait, ça sort parce que j'ai mon histoire qui est bien calibrée et j'ai toutes les informations, enfin quasiment les grosses informations qui vont m'aider à situer mon époque, à donner des aventures à mes personnages, etc. Donc c'est un gros travail, on va dire, d'investigation avant. Mais une fois que c'est fait, ça sort. C'est aussi un gros travail de cuisinière. Oui. Parce qu'il y a énormément de références gastronomiques, culinaires. Oui, ça c'est mon péché mignon. Je sais pour te suivre sur Facebook que tu t'essayes à toutes les cuisines du monde et que tu aimes ça. Et puis il y a une grande référence de jardinière. Oui. Parce que tu as tu cites beaucoup dans tes ouvrages des plantes assez exceptionnelles que tu arrives à faire pousser dans la banlieue lyonnaise. Oui. À Oulin, pour ne pas le dire. En fait, là, c'est 2 de mes dadas. Donc, moi, ce que j'adore, c'est ramener des graines d'ailleurs, et puis arriver à les acclimater chez moi et à obtenir des plantes. Donc ça, c'est mon premier truc. Et le deuxième truc, c'est la cuisine. Je suis gourmande, et puis ma famille aussi, et puis on est curieux. Donc, à partir de là, j'ai testé des recettes indiennes, je teste des recettes russes. Enfin voilà, je veux dire, j'aime bien m'imbiber aussi et savoir un petit peu de quoi je parle. Si mes personnages sont en train de manger quelque chose, j'essaye. Alors il y a tout qui n'est pas possible parce que dans la nouvelle saga, il y a de la graisse de chameau et j'ai un peu de mal à en trouver, mais voilà, il y a des choses comme ça et donc ça fait partie peut-être de ma nature secrète aussi. Petite question que l'on pose aux romanciers. Tu t'assimiles, tu te compares à tes personnages? Tu aimes l'héroïne? Oui et non. Il y a une part de moi dedans, d'ailleurs dans chaque personnage, parce que je pense qu'on écrit aussi avec les souvenirs qu'on a, avec les sensations qu'on a vécues. Moi, je parle de la mangrove, j'ai vu la mangrove, donc dans celui-là, il y a il y a de la chasse à l'aigle, il y a de la fauconnerie. Voilà, moi j'ai côtoyé des fauconniers, j'ai tenu des rapaces sur le bras, je les ai lâchés. Enfin voilà, je veux dire, il y a quand même toujours à chaque fois quelque chose de vécu. Par contre, c'est des personnages qui sont différents d'une saga à l'autre. Donc, ils ont leur propre vie en fait et leurs propres caractéristiques. Et moi, je dirais pas que je m'identifie.
Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'une fois que j'ai commencé à écrire, je suis dans mon histoire et bon, là, donc, je rêve mon histoire, je m'endors mon histoire, je me réveille le matin avec mon histoire et je bouffe de l'histoire, quoi. Donc ça, oui. Tes héroïnes sont jeunes, très jeunes. Oui. Toujours. Et elles vivent une vie même plus mouvementée, elles vivent une vie d'abord passionnée, passionnelle, mais également une vie d'aventure qui ne s'arrête jamais. La preuve d'ailleurs, c'est qu'il faut quand même arriver à vivre tout ça en 2400 pages. Hein. Donc elles vivent tout ceci. Et, tu vis, toi, dans ton appartement, enfin ton grand appartement et ton jardin. Tu es un petit peu. Est-ce que tu es la nouvelle Agatha Christie? Alors, c'est pas du policier du tout. C'est pas un policier, mais Agatha Christie n'a pas été auteur de romans policiers d'ailleurs. Déjà, c'est gentil hein, pour la comparaison. J'ai toujours écrit des histoires, donc j'ai toujours eu des histoires en moi de toute façon, donc à un moment donné, il faut les sortir. Moi, ce que j'aime, c'est raconter des histoires. Donc, c'est d'ailleurs, vu que tu as lu, on est vraiment dans le romanesque, on est dans l'aventure. Il peut y avoir certaines remarques qui peuvent inciter à réfléchir sur certaines choses, mais en même temps, ce ne sont pas du tout des livres polémiques ou des livres qui se veulent engager. Ce sont des livres de divertissement qui sont censés vous dépayser, vous amener ailleurs. Et si en plus ils peuvent vous faire réfléchir sur certains sujets, tant mieux. Donc moi, j'aime écrire de cette manière-là. Je pense que de toute façon, il y a des choses de moi qui sont là-dedans parce que on vit tous des petites aventures à notre image. On a tous fait des randonnées, on a tous découvert des choses, vu des choses qui peuvent nous interpeller, vivre des événements qui sont difficiles ou qui nous perturbent. Et je pense que c'est ça aussi l'art de la romancière, c'est d'arriver à les traduire dans une histoire qui a priori est très détachée de nous, mais qui peut-être fait référence à tout ce vécu qu'on a chacun et qu'on essaye de retraduire, quoi. C'est peut-être ça aussi qui donne l'épaisseur d'un récit, ce côté personnel mais lointain. Il y a un côté très technique de la soie, très tissé dans tes romans. Je trouve que c'est vraiment l'entrelac et tout se recoupe petit à petit, tout y arrive. Et d'ailleurs, je me suis posé la question, je me suis dit, mais est-ce qu'elle ne s'est pas inspirée de ça? Tout compte fait, quand je regarde les trois qui passent de l'Inde jusqu'en Asie, t'es pas en train de refaire la route de la soie? Alors dans celui-ci, si, clairement. Carrément. En plus, parce que maintenant, quand tu abordes... En plus, alors, je vais te dire, tu n'as pas de chance, hein, tu abordes une histoire qui commence avec la Russie. C'était peut-être pas ce qu'il fallait faire actuellement, mais... File vite en Ukraine, s'il te plaît, dans le prochain tome, parce que sinon, ça va mal finir, mais non. Mais c'est vrai que il me semble que tu as pris... tu es axé sur la route de la soie, et je me suis dit, tiens, c'est curieux, elle n'est pas lyonnaise d'origine? Non. Et pourtant, je trouve que... Mais j'ai toujours aimé la soie. Oui, et je trouve que tu es en train de retracer la route de la soie, de revenir à ses origines. Notre ami Demar Idrissi qui est en train de s'endormir là-devant. Non. Elle fait des études, il est ethnologue et sociologue, c'est ça hein? Oui, ethnologue. Et c'est le plus grand connaisseur de la soie et des canuts que je connaisse. Alors, c'est pour ça que j'ai pensé tout d'un coup à la soie en le voyant commencer à baisser les yeux, mais il réfléchissait. Donc je le taquine. Oui, cette histoire de tisser, parce que je me suis replongé là-dedans, je me suis dit, mais elle est quand même sacrément maligne. Moi, je me suis demandé quand même, ça c'est ma question, si quand tu as attaqué le premier, tu n'avais pas déjà dans la tête le troisième? Ah si. Ah bon. Oui, tout à fait. Moi, quand je travaille, j'ai le synopsis général pour les 3 tomes. Hein, donc après, je découpe. Hein. Mais sur la série, tu prépares russe, ton synopsis sur les 3? Ah ouais, j'ai l'histoire globale, donc je sais exactement où je dois arriver. Et en fait, l'histoire de la soie, c'est assez amusant parce que je pensais pas soie vraiment, mais je pense tresse. Et en fait, j'ai des brins de départ et je les tresse au fur et à mesure. Ils se croisent, ils s'entrecroisent. Oui, enfin, je pensais même au métier, plutôt de tapis même d'ailleurs, de tapis, les grands métiers à tisser. Mais c'est un petit peu comme ça que je fonctionne, avec mes éléments que je distille au fur et à mesure et qui se regroupent. Alors là, il y a 3 tomes. Là, nous sommes partis sur une nouvelle aventure, le Palais des Mille Vents, l'héritage des steppes, qui part loin, hein, qui est chez Michel Strogoff, là, carrément. Combien de tomes? Ce sera 3 aussi. 3 aussi? Ouais, là, je suis en train de terminer. Enfin, je suis aux 2/3 du 2e. Les questions indiscrètes, et la suite? Nous allons où?
Je ne sais pas encore. Je suis en train de réfléchir à un one-shot. Je voudrais casser cette image de trilogie. Et je ne sais pas. Peut-être je pensais à quelque chose qui se passerait durant la Deuxième Guerre mondiale. J'ai beaucoup aimé dans le tome 3, où j'ai commencé à m'intéresser à la Seconde Guerre mondiale, mais du côté asiatique. Et ce n'est pas du tout ce qu'on apprend, nous, dans le manuel. Tu commences pendant la Première Guerre mondiale, la fin de la Première Guerre mondiale. Et ensuite, tu abordes la Seconde Guerre mondiale. Et là, tu repars en arrière parce que là, je suis vraiment au 19e siècle. Là, je commence tout de suite à la fin des guerres napoléoniennes. Oui. Et donc là, c'est pareil, j'ai découvert des choses assez intéressantes. Que Napoléon avait un régiment irlandais pour essayer de battre les Anglais. Enfin, voilà. Et donc, je joue aussi sur ces antagonismes qui sont hérités de cette époque-là. Et donc, j'avance dans le siècle au fur et à mesure avec ça. Mais effectivement, du côté entre l'Asie et la Russie. Alors, là, le dernier, là, je l'avais eu la chance de le recevoir assez tôt. D'ailleurs, maintenant, il est tout mouillé, mais enfin, c'est pas grave. Je l'ai lu et relu parce qu'avant de te recevoir ce soir, je me suis dit, mais nom d'une pipe, dans quoi nous a-t-elle entraîné? Et puis, je me suis aperçu que, effectivement, c'est là où j'ai eu prescience ou conscience que tu avais déjà l'idée en tête de tout ton roman. Parce que est-ce que tu as eu déjà des auteurs, des lecteurs qui t'ont donné une autre suite? Non. Bon, ben moi je vais t'en donner une. Je t'écrirai, je vais te donner une fin à ton roman parce que je crois que j'ai trouvé une autre fin que celle peut-être qui est la tienne. Mais je me suis dit, elle est maligne parce qu'elle nous entraîne. Et est-ce que tu as appris à mener ça? Parce que dans tes Heroic Fantasy, tu écrivais un livre, bon, ben, on le lisait. Là, on sent que tu as donné envie aux gens de s'accrocher, quoi, de prendre le deuxième, d'attendre le deuxième avec impatience. Et le troisième, on n'en parle pas. Mais en fait, je pense que c'est le métier qui arrive au fur et à mesure, et puis on comprend un petit peu les ficelles à force d'écrire. J'ai pas suivi du tout une formation littéraire ou quoi que ce soit. Moi, je viens du domaine artistique. Hein. J'ai un master en art plastique, j'ai fait de la sculpture, de la peinture. Je travaillais en agence de communication en tant que graphiste. Donc moi, mon univers, il est plutôt l'image, il est visuel. Et c'est d'ailleurs ce que j'essaye de retraduire avec des mots, c'est que j'essaye que les lecteurs aient des images dans la tête. Mais donc du coup, des ficelles de rédaction, de littéraire, des trucs... Je termine un roman par « Je l'ignore », répliqua-t-il avec honnêteté, mais nous allons nous aimer, de cela je suis sûr. T'as envie de te dire, qu'est-ce que... C'est beau quand même, non? Oui, mais t'as envie de te dire, bon, ben maintenant, je voudrais bien savoir comment ils vont s'aimer, ceux-là. Tu as une vision très cinématographique de ton écriture. Oui. Et je sais que tu viens de suivre un stage. Oui. D'écriture de scénario. Voilà. Est-ce que tu as l'intention de voir une adaptation de tes romans J'aimerais beaucoup, mais après, c'est pas aussi simple, il suffit pas de l'écrire. Le cinéma, ça brasse des millions. Et donc le problème dans des histoires comme ça, c'est que c'est tout de suite des grandes productions qui signifient beaucoup d'argent. Donc déjà en France, c'est un petit peu délicat à monter. Et puis bon, tâter de l'international, c'est encore plus délicat. Mais bon, c'est vrai que déjà, je me suis amusée. Je veux dire, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis très longtemps. Quand j'ai fait des études, j'avais déjà travaillé sur des options liées au cinéma. J'ai un diplôme de communication audiovisuelle. J'ai eu la chance d'avoir des cours pour étudier la mythologie américaine au cinéma avec un professeur qui s'appelle certainement encore Michel Ciotat, qui était donc critique dans des revues comme Positif et les Cahiers du cinéma. Donc j'ai une approche qui est déjà très mythologique dans le récit à cause de ça. Et puis, comme je l'ai dit, je pense que je travaille énormément mon texte avec des images. Je parle de couleurs, je parle de sensations. J'essaye de donner des descriptions de paysages de façon à ce qu'on les ait bien en tête et que du coup, ça enrichisse notre propre iconographie au moment de la lecture. Donc du coup, oui, j'aimerais bien. Donc je suis en train d'y travailler. J'ai déjà monté un dossier de présentation qui est pas mal. Donc maintenant, il faudra voir comment ça va se goupiller. Tu as aussi vécu une autre aventure, c'est celle du livre audio. Oui. Et alors, qu'en as-tu ressenti? Moi, je trouve ça génial. Je veux dire, c'est quelque chose que j'ai vraiment découvert avec ces séries-là, parce que jusqu'à présent, je n'avais pas les livres en audio. Seules expériences de lecture un peu théâtrale, je les ai eues ici à l'URA. Lorsque tu avais fait organiser des lectures par des comédiens. Mesdames, comment ils s'appelaient? Je cherche le nom. Moi, je l'ai perdu.
Mais enfin, voilà, je veux dire, j'avais déjà eu une super sensation parce que, en fait, je lis mes textes à voix haute, mais bon, je les lis moi, je m'entends moi-même et je sais de toute façon ce que j'ai écrit, donc c'est pas pareil. Mais les entendre avec un comédien qui met le ton, la ponctuation, qui a une voix, qui porte, enfin, je veux dire, c'était quelque chose de vraiment déjà, c'était une révélation. Je trouve que le texte prend vraiment une autre couleur. Voilà, en tant qu'auteur, c'est quelque chose quand même, ce moment-là. Et du coup, j'ai eu la chance que ces livres-là aient suffisamment de succès pour qu'ils soient pris en audio. Et donc, du coup, c'est à chaque fois des comédiens professionnels qui font la lecture. Donc là, c'est une femme, dont j'ai bien sûr oublié le nom, vilaine de moi. Et puis là, c'est un monsieur, Yassef, je sais plus quoi. Mais dont la voix, mais je la trouve extraordinaire. Il a une voix rauque, mâle, virile, qui colle super bien au personnage. Franchement, ça donne une couleur au texte, ça donne enfin, je veux dire, voilà, ça accentue tout. Et moi, j'écoute ça, je suis émerveillée comme une gamine, quoi. Je veux dire, je trouve ça génial, quoi. Patrice Calovene. Exact. Voilà. Et puis Josette Asencio et Dominique Braga ont fait l'expérience avec Bertrand Soulier, qui vient quelquefois ici dans notre comédien. Quand tu étais jeune fille, c'est-à-dire avant-hier, que lisais-tu? Bon, alors déjà, je lisais énormément et je lisais tout ce qui me tombait sous la main parce que moi, je veux vous dire, quand j'allais chez mes parents, le premier truc que je trouvais, c'était la bibliothèque des gens. Donc, je prenais, je me servais et je me suis jamais donné aucune limite et j'ai eu la chance que mes parents me donnent aucune limite non plus. Donc, j'ai lu tout, n'importe quoi. Mais vraiment, ce que je préférais, moi, c'était bon, déjà les romans et puis tout ce côté aventure, découverte. Moi, j'ai grandi avec des Bob Moran, quoi. Je veux dire, c'était ma lecture de gamine, quoi. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote à ce sujet parce que bon, j'ai une éducation très bonne sœur. Hein. J'étais chez les sœurs catholiques et donc c'était très cadré. Et ça venait de s'ouvrir très récemment à la mixité. Mais il y avait quand même encore des restes, donc d'un côté les filles, de l'autre côté les garçons. Et en particulier, il y avait une bibliothèque scolaire, hein, mais il y avait le côté bleu pour les garçons et le côté rose pour les filles. Et puis moi, le côté rose, ça me passionnait pas terriblement. Donc je sais que je prenais les Bob Moran qui étaient en bleu, je les prenais en cachette, je me cachais sous une étagère et je les lisais en cachette à la bibliothèque. C'est dommage parce que j'aurais pu te faire rencontrer Henri Verne. Il est mort l'année dernière. Ah, j'aurais adoré. Hein, il est mort l'année dernière à 101 ans. L'auteur de Bob Moran. Mais moi, je pensais que tu lisais des Henri Troyat. Oui, bien sûr. Ah. Oui, non, mais bien sûr, oui. Parce non, mais j'ai lu des Henri Troyat, oui. Moi, j'ai cherché, je me suis dit, elle est peut-être férue d'Henri Troyat. Quand je t'ai vu partir dans des sagas comme ça, c'était quand même l'auteur. Il y en a un autre auquel je pensais, peut-être, c'était Max Gallo, qui s'est lancé aussi, mais moins, qui s'est lancé aussi dans des sagas comme ça. Mais il se trouve que je vais te raconter l'anecdote, et je t'amène là-dessus. Je téléphone à une libraire qui devait avoir tes livres, et elle me dit Kate McAllister, mais non, j'ai pas, mais si vous voulez, j'ai du Troyat. Ah oui, c'est beau la référence. Je lui dis, écoutez, je vous ai pas demandé du Troyat, je vous ai demandé du Kate McAllister. Mais c'est la même chose. Je lui dis, non, ce n'est pas la même chose, madame. C'est une auteure avec un E, et Henri Troyat, en l'occurrence, en plus, est mort. Mais voilà, mais ça m'a amusé parce que c'était... C'est une belle référence. C'est une petite... oui, parce que je crois que tu n'as pas à en rougir, c'était un très grand auteur, et un bel auteur en plus, un type bien dans sa tête. Voilà, merci. Et si vous avez des questions à poser, je vais vous laisser la parole. Ça me paraît intéressant. Ah oui, je ne sais pas trop quoi, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais c'est quoi? Clients, on doit construire des produits. On est à, comment dire, ensemble, des gens. C'est l'appellation. On est des gens qui ne sont pas du milieu.